Donc, après le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du col, on va parler maintenant du cancer colorectal. Donc, mon lien d'intérêt, je suis investigateur principal d'une étude forceps qui ne concerne pas la gynécologie mais le cancer du côlon, qui est financée par l'INCa. Un petit mot pour planter le décor, des données que vous connaissez sûrement, mais que je pense qu'il est important de rappeler en introduction. Donc le cancer colorectal, c'est un cancer fréquent, puisqu'on estime qu'il y a environ 40 000 nouveaux patients diagnostiqués par an. Vous le savez aussi, c'est un cancer qui est symptomatique tardivement. Et bien entendu, le pronostic est fonction du stade évolutif, avec une survie globale qui n'est pas très bonne, puisqu'on a une survie globale à 5 ans aux alentours de 57%. Le dépistage en France est organisé depuis 2008. Il repose sur un test qui cherche du sang occulte dans les selles pour les patients à risque moyen. En France, le choix a été fait de mettre le médecin généraliste au centre du dépistage, mais on verra peut-être que les choses vont évoluer. Et Cédric Rat l'a dit dans la plénière d'ouverture, on a pourtant une participation insuffisante au dépistage organisé puisqu'on ne dépasse pas les 30%. Quelles sont les données actuelles de la science sur ce dépistage? Ce sont des données récentes, puisqu'elles ont été publiées cette année dans le New England, issues du Centre international de recherche sur le cancer, qui montrent que pour ce dépistage, le bénéfice est nettement supérieur au risque. C'est-à-dire, nous avons une évidence suffisante pour ce dépistage de diminution de la mortalité par cancer colorectal. Les données sont issues d'essais contrôlés randomisés pour le test au GAIAC, mais avec une extension au test immunologique. On observe donc une diminution pour les patients dépistés de 10 à 40% du taux de cancer, du taux de mortalité par cancer. En ce qui concerne l'incidence du cancer colorectal, avec ce dépistage, on a une évidence qui est plus limitée. Maintenant, quels sont les risques de ces dépistages ? Un retentissement psychologique si le test est positif, puisque vous le savez, c'est un dépistage en 2 temps. Il faut faire ensuite une coloscopie si le test est positif. Et bien sûr, des risques liés à des coloscopies inutiles, segments et perforations, estimés entre 0,01 et 0,05% des coloscopies. Donc nous sommes face à un cancer qui est fréquent, avec un test de dépistage organisé, et pourtant une participation qui est insuffisante, alors que le rapport bénéfice-risque est favorable. Alors j'ai envie de faire un petit test avec vous, pas un test immunologique bien entendu. Je vous vois pas bien, mais je vais essayer de demander dans la salle qui a plus de 50 ans. Oh, merci pour la lumière, d'accord. Et moins de 74 ans, je suppose. Qui a fait un test de dépistage immunologique? Ouais, bon, je pense que vous faites peut-être, hein, j'ai pas eu le temps de compter, mais un petit peu mieux que les patients, mais pas tout à fait. Merci beaucoup pour la lumière. Alors, je n'ai pas le temps de faire une étude qualitative. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que c'est ma passion, les entretiens qualitatifs. Alors, je pourrais venir parmi vous demander pourquoi vous n'avez pas fait le test. J'ai préféré demander à quelques-uns de mes patients. Voilà le verbatim que j'ai pu relever dans ces dernières semaines. Quelques extraits. Qu'en disent les patients? Pourquoi ils n'ont pas fait le test? Je vais bien. Pour l'instant, je le ferai quand je serai plus vieux. C'est un homme de 57 ans. La vieillesse est toute relative. Donc on peut parler ici de fausses croyances. Je m'occupe pas de moi, mais des autres. C'est une femme de 58 ans. Est-ce qu'on peut parler de négligence, d'autres priorités? Je ne l'ai pas fait à cause des varices et de ma fille. Bon, allez chercher un petit peu ce que ça veut dire, mais il s'agissait d'une femme de 71 ans, visiblement, qui dans la vie avait d'autres priorités. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, mais c'est stupide. C'est une femme de 75 ans qui n'avait jamais fait le dépistage. Bon, pas de motivation. Et enfin, je vous garde le meilleur pour la fin. Je ne veux pas faire caca par terre. C'était une femme de 65 ans, donc qui avait une crainte de la manipulation des selles. Alors, j'ai envie de m'interroger avec vous sur effectivement comment on peut améliorer l'information de nos patients sur ce dépistage. Et la question que j'ai envie de discuter avec vous, c'est est-ce que les données issues de la recherche en médecine générale, parce qu'il y a quand même une recherche assez importante sur ce sujet, est-ce qu'elles peuvent justement nous aider à mieux informer nos patients?
Et je vais décliner sur le même plan que Yannick tout à l'heure. Donc on va voir le contenu de cette information et la façon de la délivrer. Les gens ont responsabilité de délivrer cette information. Est-ce qu'il faut que ce soit toujours le médecin généraliste qui soit au centre de cette information? Et enfin, le résultat de cette information, est-ce que finalement on peut arriver à une décision médicale partagée telle que l'a présentée Émilie? Alors ce schéma est issu de données qualitatives et nous permet de voir quels sont les intervenants dans le dépistage. Que la décision au final soit de faire ou de ne pas faire le dépistage, parce que c'est ça aussi la décision médicale partagée, c'est donner une information loyale, on vous l'a dit, mais que la décision au final soit de dépister ou de ne pas dépister. Donc dans les facteurs qui interviennent, bien sûr, on voit le patient avec toutes ses attitudes et ses connaissances, mais aussi bien sûr le médecin généraliste, parce qu'on l'a dit, vous êtes au centre du dépistage, avec un pavé extrêmement important qui est l'expérience et l'investissement du médecin. En haut, il y a l'organisation, et je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, les modalités d'organisation du dépistage sont aussi un point extrêmement important pour la décision de faire ou de ne pas faire le dépistage. Voilà, donc le schéma le suggère, enfin ou pas d'ailleurs. Donc on va commencer par parler de nous, parler de vous, les médecins généralistes. Alors, quelles sont les données dont on dispose? On a déjà des données qui sont quantitatives, qui sont issues de l'étude Echogène, que certains d'entre vous connaissent. C'est une étude qui cherchait à décrire le contenu des consultations de médecine générale. Et vous l'avez tous identifié. Évidemment, le sujet de dépistage, c'est un problème de santé supplémentaire à gérer dans le cadre de nos consultations. Par contre, ce que cette étude montrait, c'est que finalement, ça n'allongeait pas tant que ça la durée de la consultation en moyenne de 2 minutes 27. On a également des données qualitatives qui montrent que une expérience négative du médecin généraliste, par exemple comme un faux négatif, influençait de façon importante son comportement ultérieur face au dépistage. Enfin, toutes les données qualitatives sont concordantes et vous avez une référence qui est très intéressante, qui est une méta-ethnographie, pour ceux que ça intéresse, qui montre qu'il y a un impact extrêmement fort de l'incitation du médecin dans ce dépistage. Les patients nous le disent quand on fait dans cet entretien. Voilà, je l'aurais fait plus tôt si mon médecin m'en avait parlé. Une autre étude qualitative qui avait consisté à enregistrer 35 consultations de délivrance du test au Gaillac. L'analyse avait porté sur le contenu de la consultation et la façon dont les médecins généralistes communiquaient avec les patients. Qu'est-ce qu'elle montrait, cette étude? Que les discours des médecins généralistes étaient extrêmement standardisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, ils disaient tout le temps la même chose à tous les patients. Que ces médecins passaient beaucoup de temps sur le déroulé pratique, c'est-à-dire voilà, comment il faut faire le test, les modalités extrêmement techniques du test, que les médecins généralistes ne vérifiaient pas l'éligibilité au-delà du 2e test, et qu'enfin, en termes de communication, il n'y avait pas d'approche centrée patient. Et ça, nous y reviendrons plus tard. Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre pratique de médecine générale? Première leçon, fixer l'agenda de la consultation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont familiers avec la grille de Calgary-Cambridge l'auront entendu. Il est très important au début de l'entretien d'identifier de quoi nous allons parler au cours de la consultation. Il n'y a rien de pire qu'en fin de consultation, vous l'avez tous vécu, le patient qui dit « Au fait, docteur, j'ai oublié de vous parler de l'invitation du test de dépistage. » Et voilà, on se dit « Voilà, c'est reparti pour au moins 5 minutes. » S'appuyer sur la notice. Nous y reviendrons tout à l'heure, en fonction du niveau de littératie des patients. La plupart du temps, on peut, pour tout ce qui est la démarche technique de réalisation du test, s'appuyer sur les notices qui sont bien faites. Adopter une démarche de santé publique par rapport à une démarche individuelle. Ça, c'est plus difficile. En tant que médecin généraliste, effectivement, ce que je vous relatais tout à l'heure sur une expérience négative de dépistage, comment prendre du recul par rapport à cette expérience et aller au-delà et passer à une démarche de santé publique. Et enfin, adopter une approche centrée patient pour une meilleure information. Je le redétaillerai plus tard.
Maintenant, on va parler des patients. C'est intéressant, il y a encore des choses qui ont disparu, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je vais parler des patients. C'est juste pour mettre un petit peu de fun dans la... De fun, je dis de fun, mais c'est pas grave. Il y a juste un petit peu de suspense dans ma présentation. Donc après les médecins généralistes, on va parler des patients. Donc les patients, qu'est-ce que nous donnent les données de la recherche ? Les données qualitatives sont intéressantes parce que dans les entretiens qui sont menés, on voit que les patients en fait, sont demandeurs, pour une majorité d'entre eux, de plus d'informations sur le dépistage. Vous vous souvenez, les médecins généralistes, ils passent du temps sur la technique. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est en savoir plus sur le dépistage. On a beaucoup de fausses croyances aussi qui émergent au cours des données qualitatives. Vous en avez vu quelques extraits dans les verbatims que je vous ai présentés. Beaucoup de patients ne se sentent pas concernés s'ils sont asymptomatiques ou si, par exemple, il n'y a pas d'antécédent familial. Et enfin, en termes de communication, une fois de plus, on revient sur cet item, il n'y a pas d'approche centrée patient. Que nous apportent maintenant les données quantitatives de la recherche sur les patients et le dépistage du cancer colorectal? On sait qu'on a environ 15% de coloscopies qui ne sont pas réalisées après un test positif. Je vous le rappelle, c'est un dépistage en 2 temps. Si on a un test positif, il faut aller jusqu'à la coloscopie, sinon ça n'a pas de sens. Le dépistage a été fait en quelque sorte pour rien. Et enfin, on a 4% de tests positifs avec 50% de coloscopie normale si le test est positif. Dans notre pratique, quelles leçons en tirer? Premièrement, développer un argumentaire scientifique adapté au niveau de littératie du patient. Et ça encore, on reviendra sur cette histoire de littératie. Yannick l'a déjà abordé pour le cancer du col. Donc vous pouvez très bien avec vos patients, selon le niveau d'information qu'ils souhaitent, aborder l'histoire naturelle du cancer colorectal, les polypes qui peuvent dégénérer, etc. Partir des connaissances du patient concernant le dépistage et le cancer colorectal. Même pour les patients qui viennent avec leur invitation, c'est extrêmement intéressant puisque vous allez pouvoir calquer votre discours sur déjà leurs connaissances. À la fois, vous allez gagner du temps, parce qu'en fait, si ça se trouve, ils savent bien beaucoup de choses. Et en plus, vous allez pouvoir adapter votre discours et lui apporter les connaissances nécessaires. Aborder bien sûr les bénéfices du dépistage et ses inconvénients, en particulier la coloscopie. Informer de la nécessité de la coloscopie si le test est positif. On l'a vu que c'était extrêmement important sur ce dépistage en 2 temps. Et enfin, mais peut-être l'information la plus importante, être proactif, c'est-à-dire ne pas attendre que le patient vienne avec l'invitation. Sinon, on ne dépassera jamais ces 30% de participation, puisque effectivement, beaucoup de patients pensent que ce dépistage ne les concerne pas. Enfin, donc je vous l'ai promis, j'ai ménagé un petit peu de suspense, l'approche centrée patient, etc. J'ai prononcé au moins le terme au moins 3 fois. Qu'est-ce que c'est qu'adopter une approche centrée patient? Émilie a évoqué Moira Stewart. Donc il y a 3 composantes dans cette approche centrée patient que je vous évoque là pour le dépistage du cancer colorectal. La dernière composante concernant la relation médecin-patient. Donc, premièrement, rechercher les craintes, les représentations et les croyances du patient par rapport au cancer colorectal et par rapport au dépistage. On voit tout le bénéfice qu'on peut en tirer quand on lit ces quelques extraits de verbatim que je vous ai présentés tout à l'heure. Prendre en compte le contexte du patient, qu'il soit personnel ou familial, parce que là aussi, on aura un bénéfice en termes de, par exemple, de priorité du patient. Vous allez être complètement à côté de la plaque si effectivement votre patient il a d'autres priorités, que ce soit la santé de ses enfants ou autre, mais vous pourrez noter dans votre dossier que vous pouvez différer ce dépistage et en parler un petit peu plus tard. Enfin, s'appuyer sur l'expérience du patient. Beaucoup de patients ont dans leur entourage proche ou familial des cas de cancer du côlon et c'est extrêmement intéressant quand on aborde le dépistage d'en parler avec eux et on voit à quel point ça peut nous aider à motiver nos patients. Et enfin, trouver un point d'accord pour faire ou non le dépistage, ça vous rappelle peut-être quelque chose autour de la décision médicale partagée? Alors, je vais être un petit peu provoque. Mais c'est ce qui est aussi un peu dans les tuyaux de nos politiques, parce qu'on n'est pas très bon. Je vous rappelle, un dépistage organisé depuis 2008, on n'arrive pas à dépasser les 30%. Et voilà, j'ai envie de vous poser cette question. En fait, est-ce qu'on a besoin des médecins généralistes pour faire ce dépistage? C'est-à-dire, est-ce que l'information pourrait être délivrée uniquement
avec un document papier ou informatique. Il y a aussi des choses sur YouTube. Je ne crois pas en français, mais bon. Ouais. Alors, quels sont les arguments pour? Déjà, c'est ce qui se fait dans de nombreux pays, en particulier de nombreux pays européens. Alors, certes, ils font un petit peu mieux en termes de taux de participation, mais très peu d'entre eux dépassent les 50%. Ça évite la consultation d'un médecin généraliste. Ça permet de faire des économies de santé, peut-être, peut-être pas. Ça permet éventuellement de toucher davantage de patients. Quels sont les arguments contre? Qu'est-ce qu'on peut invoquer? Yannick en a parlé, le niveau de littératie des patients. Alors c'est un gros mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a nos amis canadiens qui ont beaucoup étudié la communication avec les patients. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la majorité des documents papier qui concernent donc une information sur la santé nécessitent un niveau d'éducation au moins égal au baccalauréat en France. Ça interpelle, ça interpelle. Ça interpelle, ça veut dire qu'au moins 40% de nos patients ne peuvent pas comprendre en majorité les documents papier qu'on peut leur remettre. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous ne trouvez pas que des fois, l'éligibilité, c'est un petit peu difficile à dire, ce patient-là, est-ce qu'il faut lui faire un test, est-ce qu'il faut lui faire une coloscopie? Alors, nos patients, ils vont décider tout seuls, je fais un test, je fais une coloscopie, voilà. Pour l'information avec les professionnels de santé, évidemment, et les documents, puisque voilà, l'un ne va pas sans l'autre, on voit bien que c'est l'opportunité avec nos patients de discuter du dépistage, et je vous l'ai déjà dit, toutes les études sont concordantes en ce sens, que la possibilité de discuter avec un professionnel de santé était un facteur décisionnel extrêmement important. Ça permet, on va y revenir sans doute, d'avoir aboutir à une décision médicale partagée. Et puis ça permet aussi de toucher les patients réticents. Les patients réticents, s'ils sont réticents, c'est pas parce que vous allez leur envoyer une invitation à domicile qu'ils vont faire le dépistage. Et puis contre, c'est l'argument que j'ai développé tout à l'heure, ça nécessite effectivement une consultation ou un contact avec un professionnel de santé. On peut se poser la question aussi, c'est aussi dans l'air du temps, est-ce que l'information pourrait se faire par d'autres professionnels? Les assistants médicaux au hasard, par exemple, est-ce qu'on pourrait déléguer ces tâches à des assistants médicaux? Alors, la seule étude que j'ai trouvée, c'est une expérience canadienne où ils ont utilisé des assistants médicaux pour présenter le risque individuel. C'est ce qui est montré sur le petit schéma à côté. Le risque individuel à des patients qui étaient à plus haut risque de cancer du côlon. Donc, ils devaient discuter avec eux, effectivement, regarder par rapport à la moyenne de la population, votre risque est plus élevé. Et donc cette étude a montré qu'il n'y avait pas d'augmentation du taux de participation en faisant intervenir des gens qui n'étaient pas médecins. On peut peut-être réfléchir ensemble à confier à ces assistants médicaux d'autres missions. Par exemple, on pourrait leur demander de remettre le test, de contacter les non-participants. C'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps à faire dans notre pratique. Et pour ça, il faudrait expérimenter et bien sûr évaluer ces procédures. Et puis, donc, on peut s'interroger aussi sur les médiateurs en santé. Il y a des expériences dans des communautés bien définies qui montrent que ça peut être extrêmement intéressant. Au bout du compte, le résultat, finalement, est-ce que la décision médicale est partagée? Je vais peut-être vous décevoir, mais je vais dire qu'on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que les critères de jugement qui sont utilisés pour les travaux de recherche en France et à l'étranger ne concerne pas la décision médicale partagée. Quand on trouve un financement pour faire une étude, une intervention pour améliorer le taux de dépistage, qu'est-ce que nous demandent les politiques? C'est d'améliorer le taux de participation et non pas de savoir si la décision médicale est partagée ou pas. Donc on a besoin de recherches supplémentaires pour évaluer cette décision partagée. Est-ce qu'il existe maintenant des outils d'aide à la décision? Il en existe, vous en trouverez beaucoup en ligne aux USA. Mais en fait, les modalités de dépistage aux USA sont extrêmement différentes. Pourquoi? Puisque leurs recommandations préconisent 6 modalités de dépistage différentes, dont la coloscopie, dont la sigmoïdoscopie, dont les recherches de sang dans les selles. Donc on ne peut pas, nous, utiliser dans notre modèle ces outils d'aide à la décision. L'outil qui se rapprocherait le plus de notre modèle, c'est un outil canadien, pour le test de immuno, mais voilà sur quoi je suis tombée, il est en cours de mise à jour.
Je souhaitais quand même vous présenter la façon dont il se présentait, ce modèle. Donc effectivement, pour essayer d'aboutir à une décision médicale partagée, c'est ce que vous a exposé Émilie. Donc on va aborder les bénéfices et les risques de ce dépistage. Et puis bien sûr, on va prendre en compte, en adoptant une approche centrée patient, les valeurs et les préférences du patient, pour aboutir à la décision de dépister ou non, ou de dépister plus tard. En conclusion, je dirais que les données issues de la recherche en médecine générale sont utiles pour une meilleure information. J'espère que vous en avez tiré quelques profits, mais que des projets sont nécessaires, en particulier de changer les critères de jugement des études, de ne pas se baser uniquement sur des taux de participation, mais éventuellement sur des grilles de décision médicale partagée. Bien sûr qu'il faut évaluer nos pratiques. L'objectif, au final, est d'aboutir à une décision partagée, même si le résultat est l'absence de dépistage. Je vous remercie.